Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Pour débuter ces actualités, nous avons pu assister à un magnifique test d'allumage statique de 7 Raptor de B7 pendant 7 secondes. Elon Musk a ensuite confirmé sur Twitter que le test s'était parfaitement déroulé. Le lendemain, c'était au tour de B8 d'être rollout jusqu'au site de lancement. Le booster devrait commencer sa campagne de test prochainement. B7 a quant à lui été retiré de son pad et ramené au site de production. Elon Musk a indiqué que le booster allait recevoir des améliorations de solidification. Le PDG de la société a par ailleurs indiqué que les prochains gros tests seraient une répétition générale de lancement avec S24 et B7 empilés ainsi qu'un test d'allumage statique à 33 Raptor. Le chip 24 a reçu des modifications au niveau du système de déploiement des Starlink. En effet, l'ancienne trappe du système a dû être endommagée lors des tests. SpaceX en a mis une nouvelle. La section de poussée de B9 a été soudée à la section d'oxygène liquide dans le Mégabay. Un test du déluge secondaire sur la table orbitale a eu lieu. Ce système permettra de limiter les incendies ou encore des vibrations lors de futurs lancements. Au site de production, le système de déploiement des Starlink a été installé dans la section cargo de S27. Finalement, SpaceX a retiré S24 du pad suborbital B avec la grue LR11000 et il est allé dans la zone du pad orbital. Nous avons désormais terminé avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Le dimanche 18 octobre, le Congrès international d'astronautique a ouvert ses portes à Paris. Organisé chaque année dans une ville différente, c'est l'événement mondial pour les fans d'espace, les agences spatiales et entreprises privées du secteur. Nous y étions lors de l'avant-dernier jour du salon. Lors de l'événement, beaucoup d'annonces plus ou moins intéressantes ont été faites. On a appris notamment que l'équipage de la mission Axiom 2 en 2023 aura 2 passagers saoudiens, que le budget du CNES augmenterait de 25% durant les 3 prochaines années, que l'ESA a chargé la société luxembourgeoise SES de produire un satellite qui utilisera la procédure prometteuse de distribution quantique de clés, ou encore que le futur lanceur léger Zephyr par l'entreprise française Latitude sera transporté par le dirigeable LCA-60T d'une autre start-up française nommée Flying Whale. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'Ariane Group a présenté un concept de vaisseau habité européen nommé Suzy. L'énorme capsule remplacerait la coiffe d'Ariane 6 et serait lancée depuis le centre spatial guyanais. Le vaisseau aurait une capacité de s'éjecter du lanceur à tout moment. Il sera envoyé par Ariane 64 et les lanceurs successeurs et pourrait réaliser différentes missions en orbite. Suzy serait doté d'une grande baie pouvant transporter des charges utiles, pourrait transporter jusqu'à 5 astronautes au total et pourrait bien sûr s'amarrer à des stations spatiales. Suzy rentrerait sur Terre comme un corps portant, concept que l'ESA a déjà testé avec l'IXV et développe actuellement avec le Space Rider, avant d'atterrir grâce à ses moteurs, comme les premiers concepts du Crew Dragon. Ce concept n'est pas forcément dédié à voir le jour, mais plutôt à montrer une vision possible du futur. Il est fort probable que si l'Europe se dote d'un vaisseau spatial habité, on le sache dans les mois qui viennent. En novembre se tiendra le conseil au niveau ministériel de l'ESA, affaire à suivre. Ariane Group doit aussi dévoiler une liste de possibles évolutions pour Ariane 6, comme par exemple l'étage supérieur Icarus, qui pourrait augmenter de 2 tonnes la capacité du lanceur en orbite géostationnaire, un système nommé MLS pour lancer des constellations de satellites en orbite, qui pourrait être bien utile avec la constellation Kuiper d'Amazon, le Quick Stage Astris qui permettrait d'envoyer plus aisément des sondes spatiales, placer plusieurs satellites sur des orbites différentes pour des constellations, ou encore placer des satellites en orbite géostationnaire directement, et enfin le P120C+, version améliorée des boosters d'Ariane 6 et Vega C. Ces concepts étaient déjà connus et sont soit déjà acceptés par l'ESA, soit le seront probablement d'ici peu. Les plus intéressants sont cependant les plus originaux qui ne sont pas prêts de voir le jour, comme le remplacement du moteur principal Vulcain 2.1 par 2 moteurs Prometheus, actuellement en développement par la société pour les futurs lanceurs réutilisables Ariane, et enfin un concept de remplacement des P120C par 2 boosters fonctionnant au méthane et réutilisables. On vous
parle souvent de James Webb, mais cette semaine, les lumières sont plutôt tournées vers un autre télescope spatial, Hubble. La NASA a annoncé jeudi soir avoir signé un accord avec SpaceX sur une étude d'une possible mission ayant pour objectif de rehausser l'orbite du Hubble Space Telescope, en utilisant une capsule Dragon de SpaceX. Le télescope se situe à environ 600 km d'altitude, mais son orbite continue de diminuer petit à petit. Jusqu'en 2009, la navette spatiale pouvait s'occuper de missions d'entretien du télescope, mais depuis sa mise à la retraite, aucune mission de ce genre n'a pu avoir lieu, bien qu'un port d'amarrage passif ait été installé sur la mission STS-135. Il s'agit uniquement d'une proposition de SpaceX et du programme spatial Polaris à la NASA, l'agence spatiale n'ayant, je cite, pas de plan pour conduire ou financer une mission de ce genre, mais seulement de voir quelles sont les opportunités commerciales. D'autres sociétés sont aussi libres de faire leurs propositions, bien que la NASA ne lance pas d'appel d'offres et qu'il est très probable que seul SpaceX souhaite participer. L'étude du projet, afin de vérifier si c'est possible ou non de s'y amarrer et de modifier son orbite, prendra 6 mois et sera financée uniquement sur des fonds privés. Une vraie décision de la NASA sur une mission sur Hubble pourrait donc venir après ce temps. Polaris est un programme spatial privé fondé par le milliardaire Jared Isaacman, membre d'équipage de la mission Inspiration 4 en 2021 et qui prévoit pour l'instant 3 missions spatiales commerciales en orbite, 2 sur la Crew Dragon et une future sur Starship, avec notamment au moins une sortie extravéhiculaire. Le 21 septembre dans l'après-midi, nous avons pu assister au lancement d'une Soyuz 2-1A depuis la base de Baïkonour au Kazakhstan, emportant le vaisseau Soyuz MS-22 et transportant 3 astronautes vers la station spatiale internationale. Ils se sont amarrés automatiquement dans la soirée sur le module Razvet après un vol nominal. L'équipage était constitué des cosmonautes russes Sergei Prokopiev, le commandant de la mission, de Dimitri Petlin et également de l'astronaute américain Frank Rubio qui réalise son premier vol. Comme déjà dit plusieurs fois, la NASA et Roscosmos ont signé un accord d'échange de sièges qui permettra également à la cosmonaute russe Anna Kikina d'aller sur l'ISS le mois prochain via une capsule Crew Dragon de SpaceX. Le 29 septembre, environ une semaine après le lancement de Soyuz MS-22, la mission Soyuz MS-21 s'est désamarrée de l'ISS avec son équipage composé de 3 cosmonautes russes, Oleg Artemiev, Denis Matveyev et Sergei Korsakov. Le vaisseau a atterri dans les steppes du Kazakhstan au bout de 3 heures. En parallèle de l'activité de Soyuz MS-22 le 21 septembre, le SLS a réalisé une étape cruciale pour le lancement, le test cryogénique. La NASA avait pour but de remplir complètement le lanceur de son carburant et de réaliser plusieurs tests après les différents reports de début septembre. Avant de le réaliser, la NASA a réparé la fuite sur le joint du Quick Disconnect, bras ombilical d'hydrogène liquide, qui a causé le scrub du 3 septembre. Le test a donc commencé le 21 septembre avec d'abord le remplissage de l'oxygène liquide puis de l'hydrogène, jusqu'à ce que le remplissage de ce dernier soit stoppé pour cause de fuite. En effet, lors du passage du remplissage lent au remplissage rapide en augmentant la pression, une nouvelle fuite a été détectée sur le Quick Disconnect et le taux de concentration d'hydrogène dans l'air était de 7% quand les taux de sécurité étaient fixés à 4%. La NASA a décidé de laisser la ligne ombilicale se réchauffer pour voir si le problème était résolu, avant de reprendre le remplissage lent. Le passage au remplissage rapide étant à chaque fois le moment d'apparition des fuites, ils ont décidé d'augmenter très progressivement la pression, ce qui a parfaitement fonctionné étant donné que la fuite n'a pas dépassé un maximum de 3,4% de taux d'hydrogène dans l'air. Le test ne s'est pas fini sur ça, la NASA a également rempli l'étage supérieur de ses ergols cryogéniques et a réalisé un test d'engine bleed, c'est-à-dire un test où l'hydrogène liquide passe dans les moteurs pour les mettre à la bonne température et les préparer à l'allumage. Dernier test, les ergols ont été mis à la pression de lancement. Ce test a cependant fait détecter une nouvelle fuite qui a atteint 5% total, ce qui n'a pas causé de problème pour le test, mais aurait pu en cas de vraie tentative de vol. La totalité du test cryogénique a toutefois été un succès. Avec ces informations, on aurait pu s'attendre à un lancement le 27 septembre comme prévu, d'autant plus que l'Eastern Range Safety de l'US Space Force a autorisé la NASA à réaliser le lancement sans changer les batteries du système d'autodestruction. Cependant, dans les jours suivants, les météorologistes américains ont détecté une tempête tropicale en formation dans l'océan Atlantique. La NASA a eu plusieurs jours d'hésitation pour le rollback du SLS à cause de l'incertitude sur l'événement météorologique, mais a finalement été obligé de rentrer le SLS au VAB pour le mettre à l'abri, reportant par là le lancement de plusieurs semaines. L'ouragan Ian a frappé la Floride en fin de cette semaine, infligeant à l'État américain de sévères dégâts, privant d'électricité plusieurs centaines de milliers de personnes et tuant au moins 21 personnes. Toujours du côté de la NASA, une mission historique est arrivée à son terme. L'impacteur Double Asteroid Redirection Test, ou DART, lancé le 24 novembre 2021 par une Falcon 9, est une sonde de la NASA ayant un objectif simple, foncer le plus vite possible sur un astéroïde. Il s'agit de Dimorphos, qui orbite Didymos, lui-même autour du Soleil. Il s'agit d'un test grandeur nature de redirection pour s'entraîner à dévier un astéroïde via un impacteur, au cas où ce soit nécessaire un jour pour sauver la Terre de la menace d'un astéroïde. La sonde emporte également Lycia Cube, un petit satellite italien qui a observé l'impact. Vous voyez dès maintenant à l'écran les images de l'impact à environ une image par seconde. Les images sont très impressionnantes. L'impact a d'ailleurs été observé par James Webb et par Hubble.
Le 21 septembre, depuis la base de lancement de Jiuquan en Chine, une longue marche 2D a envoyé en orbite héliosynchrone le satellite Yunai 103 qui doit normalement servir pour de l'étude météorologique. Le 25 septembre à minuit 25, pour la dernière fois, la puissante Delta 4 Heavy a décollé depuis la base de Vandenberg en Californie. Il s'agissait de la mission NROL 91 pour les renseignements américains, le où les satellites ont été placés avec succès. 2 autres lancements sont prévus mais uniquement depuis la côte est des États-Unis. Du 25 au 27 septembre, la Chine a envoyé 3 fusées en orbite en tout juste 48 heures, commençant d'abord par une Kuaizhou 1A qui a placé les satellites Xi'an 14 et 15 en orbite basse. Le lendemain, dans la nuit au sein des montagnes du Sichuan, une seconde longue marche 2D a décollé pour envoyer 3 satellites Yaogan 36 en orbite basse. Enfin, pour finir ce trio de lancement, une longue marche 6 a décollé depuis Taiyuan pour placer les satellites Xi'an 16A, Xi'an 16B et Xi'an 17 en orbite. Il semble que tous ces satellites soient militaires. Toujours côté chinois, plusieurs choses se sont passées sur la station spatiale, la CSS. Premièrement, le 17 septembre, l'équipage de la mission Shenzhou 14 a effectué sa seconde sortie extravéhiculaire pour installer quelques éléments sur le nouveau module Wentian. Les 2 taïkonautes Kai Xuse et Shendong ont également réalisé un test de sauvetage d'urgence d'un des membres de l'équipage au cas où un astronaute perdrait un jour connaissance en EVA. Ensuite, le 30 septembre, le module Wentian, dernier module de la CSS, a été changé de port d'amarrage grâce au bras robotisé de la station. Il est désormais perpendiculaire au module principal Tian-E. L'objectif est de préparer l'arrivée plus tard cette année du nouveau module Mengtian sur la station. On reste en orbite basse, mais sur l'ISS cette fois-ci. L'astronaute italienne Samantha Cristoforetti, présente sur la station dans l'équipage Crew 4 via la mission Minerva de l'Agence spatiale européenne, a pris le commandement de l'ISS. C'est la 4e femme et la première européenne à devenir commandante de la station spatiale internationale, après avoir également été la première femme européenne à réaliser une sortie extravéhiculaire. Le 19 septembre, une Falcon 9 a envoyé 54 satellites Starlink en orbite depuis Cap Canaveral en Floride. Le 25, autre lancement identique depuis toujours la même base, mais avec cette fois-ci 52 satellites seulement. Le 30 septembre, Firefly a fait une nouvelle tentative de décollage de sa fusée Alpha. Après plusieurs reports dont on vous avait parlé au précédent récap et une cinquantaine de minutes de hold ce jour-là, les 4 moteurs River se sont allumés. Pour s'éteindre presque immédiatement. L'ordinateur de bord a automatiquement éteint les moteurs par sécurité. Une seconde tentative de lancement a eu lieu le lendemain, mais aboutissant à un lancement cette fois-ci. Pour la première fois, l'Alpha de Firefly Aerospace a réussi son vol et a atteint l'orbite, plaçant quelques petits CubeSats en orbite. Le premier vol de la fusée en 2021 s'était achevé par un échec. On a des nouvelles de la sonde Capstone de la NASA qui doit orbiter la Lune dans le cadre du programme Artemis. Souvenez-vous, lors d'une de ses manœuvres de correction cet été, la NASA a perdu le contrôle du petit satellite. Depuis, l'alimentation électrique a été complètement rétablie et sa température a pu se rapprocher un peu plus de la normale. La NASA et Advanced Space continuent de travailler pour reprendre le contrôle de la sonde. On continuera de vous tenir informés. L'ouragan Yann n'a pas seulement conduit au rollback du SLS, mais également forcé ULA à reporter le lancement des satellites de télécommunications SES 20 et 21 par une fusée Atlas 5 depuis la base de Cap Canaveral. Le lancement est actuellement prévu pour le mardi 4 octobre à 23h36. Nous devrions aussi voir le 5 octobre la mission It All Goes Up From Here de la fusée Electron de Rocket Lab pour placer le satellite Gazelle en orbite. Après l'Electron, une Proton. Nous verrons normalement le 12 octobre le lancement du satellite Angosat 2 par une fusée russe Proton, le deuxième satellite angolais construit par la Russie après l'échec d'Angosat 1 il y a quelques années. Le 7 octobre, le petit lanceur japonais à propergol solide Epsilon devra envoyer en orbite le satellite Rise 3. On vous tiendra au courant. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire, vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.